Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Tchernobyl, du fonctionnement d'une centrale nucléaire, de radioactivité, et tout ça pour pouvoir ensuite parler d'une monographie résumant les résultats de recherche sur la résilience de la biodiversité à Tchernobyl. Tchernobyl est une ville située à environ 100 km au nord de Kiev en Ukraine, et est principalement connue pour avoir été le lieu où en 1986 s'est déroulée la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Cette catastrophe a été causée par l'explosion d'un réacteur de la centrale nucléaire qui se trouvait à proximité de la ville. Les centrales nucléaires sont un moyen de produire de très grandes quantités d'électricité tout en n'émettant pas de gaz à effet de serre. Cependant, les techniques qui sont utilisées pour satisfaire cette production d'électricité peuvent s'avérer très dangereuses en cas de problème, comme par exemple ce qui s'est passé à Tchernobyl. Regardons d'un peu plus près pour mieux comprendre. Une centrale nucléaire produit de l'électricité grâce à la chaleur qui se dégage de la fission des atomes d'uranium. Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires et celui présent à Tchernobyl, appelé RBMK et qui est d'ailleurs différent de ce que la France utilise, était typique des réacteurs construits par l'Union soviétique à l'époque. L'uranium, qui est un métal, est composé à l'état naturel de 99,3% d'uranium-238 et 0,7% seulement d'uranium-235. C'est pourtant l'uranium-235 qui est l'isotope utilisé dans les centrales nucléaires, et ce parce qu'il est fissile. Un RBMK utilise de l'uranium faiblement enrichi comme combustible. Cela signifie que ce type de réacteur utilise de l'uranium-235 dont la proportion a été augmentée de 0,7% à 1,8%. C'est cette augmentation de la proportion d'uranium-235 qu'on appelle enrichissement. On arrive à enrichir l'uranium en exploitant la très légère différence de masse entre les isotopes d'uranium-235 et 238 à l'aide de centrifugeuses. L'uranium passe par ces centrifugeuses à de nombreuses reprises avant d'être suffisamment enrichi pour le combustible nucléaire. À titre de comparaison avec un RBMK soviétique, le type de réacteur utilisé en France utilise de l'uranium enrichi de 3 à 5% comme combustible. Une fois l'uranium enrichi, on le place dans de grands tubes pour pouvoir procéder à la fission des atomes d'uranium-235. Ce qui se passe alors, c'est qu'on va envoyer un neutron sur un noyau d'atomes d'uranium-235. Le noyau va alors se casser en deux et lâcher 3 neutrons. C'est au moment où le noyau va se casser en deux qu'une partie de l'énergie va être libérée sous forme de chaleur et qu'une autre partie de cette énergie va être libérée sous forme de rayonnement. Et c'est ça qu'on va appeler la radioactivité. Les neutrons libérés par la fission du premier atome vont ensuite être utilisés pour à leur tour casser d'autres noyaux d'uranium, dégager de l'énergie et libérer d'autres neutrons, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on va créer une réaction en chaîne. Si on ne fait rien pour contrôler et limiter cette réaction en chaîne, le nombre de neutrons se met alors à croître de manière exponentielle et l'immense chaleur créée peut engendrer une explosion nucléaire. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl avec la fusion du cœur du réacteur nucléaire numéro 4. Pour contrôler et limiter les réactions en chaîne, on a l'habitude d'utiliser des barres de commande neutrophages, en vert sur le schéma, constituées d'une matière très absorbante de neutrons et que l'on peut monter et descendre pour réguler et même stopper en cas d'urgence les réactions de fission. Le problème à Tchernobyl, c'est que l'insertion de ces barres a été trop lente et qu'elles étaient en partie faites en graphite, qui est un matériau modérateur, c'est-à-dire qui ralentit les neutrons, qui sont sinon trop rapides pour que la fission des atomes d'uranium ait lieu. L'insertion des barres dans le cœur du réacteur a donc favorisé et accéléré les fissions, créant l'effet contraire de celui désiré. La chaleur dont on a parlé, et qui est produite lorsque les noyaux d'uranium-235 se cassent, est ensuite utilisée pour faire chauffer de l'eau dans un premier circuit. Cette eau est radioactive parce qu'elle se chauffe en contact direct avec le réacteur. L'eau du premier circuit permet de faire chauffer l'eau d'un deuxième circuit qui lui n'est pas radioactif. L'eau étant brûlante, elle se transforme instantanément en vapeur d'eau, non radioactive donc, et c'est cette vapeur d'eau qui va ensuite être envoyée sur une turbine afin de la faire tourner. La turbine est reliée à un aimant, entouré d'une bobine de fil conducteur isolée et fixe. Lorsque la turbine se met en rotation, elle fait donc tourner les pôles nord et sud de l'aimant, et c'est cette variation de champ magnétique qui met les électrons en mouvement à l'intérieur de la bobine. C'est donc en faisant aller les électrons d'un côté puis de l'autre qu'on crée un courant alternatif et qu'on produit de l'électricité dans une centrale nucléaire. Ce moyen de production d'électricité est très avantageux parce qu'il ne rejette pas de gaz à effet de serre et surtout parce qu'il permet de produire des quantités faramineuses d'énergie avec l'énergie contenue dans les atomes d'uranium. Pour vous donner un ordre d'idée, un seul gramme d'uranium peut produire autant de chaleur que 2,5 tonnes de charbon. Cependant, ce moyen de production d'électricité présente aussi des inconvénients majeurs. Les produits de la fission des atomes d'uranium-235 sont radioactifs. Pour bien comprendre pourquoi ces déchets radioactifs sont dangereux pour les organismes vivants lorsque non contrôlés, il faut comprendre les 3 types de radioactivité. Les atomes issus de la fission de l'uranium-235 sont constitués de noyaux, eux-mêmes faits de neutrons et de protons, autour desquels tournent des électrons. Il se trouve que la façon dont les protons et les neutrons sont disposés est instable et que les noyaux de chaque atome cherchent alors à passer à un état plus stable. C'est ça qu'on appelle la radioactivité. Un noyau instable peut passer à un noyau plus stable de 3 façons différentes.
La première est la radioactivité alpha. Un atome rejette 2 de ses protons et 2 de ses neutrons, se transformant ainsi en un élément différent et plus stable. Une particule alpha est assez grosse et ne va pas très loin dans la matière, mais ça fait que si elle entre en contact avec la peau, elle ne va pas pénétrer très loin. Elle va rester en surface et faire beaucoup de dégâts en brûlant la peau. La deuxième est la radioactivité bêta. Les particules bêta sont soit des électrons, soit des positons. Les positons sont identiques aux électrons mais ont une charge positive. Au cours de la désintégration bêta, certains protons se transforment en neutrons et certains neutrons en protons afin de rendre l'atome plus stable. Des électrons et positons sont alors émis pour tenter de préserver la charge. Les particules bêta sont plus petites que les particules alpha et s'enfoncent un peu plus loin dans la matière. Si ces particules entrent en contact avec la peau, elles vont s'enfoncer de quelques millimètres et détruire toutes les cellules qu'elles rencontrent. Enfin, les nucléons d'un atome peuvent préférer se réarranger de telle sorte que les forces qui les maintiennent ensemble soient plus stables. Dans ce cas, l'atome reste chimiquement le même, mais le noyau se réarrange dans un état plus stable avec une énergie plus faible et l'énergie supplémentaire est donc émise sous forme de lumière. Cette lumière a une très haute fréquence car elle est très énergétique et c'est ce qu'on appelle les rayons gamma. Si on entre en contact avec des rayons gamma, on se fait irradier. Les rayons traversent notre corps et détruisent les cellules de notre organisme. Alors bien sûr, tout dépend de l'intensité et du degré d'exposition à cette radioactivité, mais comme vous pouvez le voir, ces 3 rayonnements peuvent être très dangereux pour les êtres vivants. D'ordinaire, quand une centrale nucléaire fonctionne correctement, les déchets radioactifs sont contrôlés, conditionnés et stockés sous haute surveillance afin de prévenir tout transfert de radioactivité dans l'environnement. Mais quand un accident comme celui de Tchernobyl survient, ces systèmes de sécurité sont endommagés et ils n'empêchent plus les déchets radioactifs de se propager dans les écosystèmes environnants. L'accident survenu en 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a ainsi provoqué le pire rejet de matière radioactive de l'histoire. On estime que les radiations libérées dans l'environnement lors de l'accident ont été équivalentes à 400 fois la quantité libérée par la bombe atomique larguée sur Hiroshima au Japon en 1945. Les prévisions initiales considéraient que la zone touchée par la contamination radioactive serait privée de vie pendant des millénaires. 350 000 personnes ont été évacuées et une zone d'exclusion d'environ 4 700 km², soit à peu près la superficie de la Haute-Savoie, a été créée, à l'intérieur de laquelle l'établissement humain permanent a été interdit. Cependant, 30 ans plus tard, voilà ce qu'on observe. La biodiversité de la région s'est complètement rétablie et tous les grands mammifères d'Europe de l'Est ainsi que plus de 200 espèces d'oiseaux vivent désormais à Tchernobyl. Alors que s'est-il passé? Pourquoi cette zone d'exclusion qui aurait dû devenir un désert de vie est-elle devenue un hotspot de biodiversité? Pour comprendre les effets de l'accident de Tchernobyl sur l'environnement, il est nécessaire de connaître la nature des isotopes radioactifs libérés et leur répartition dans l'environnement. L'un des produits de fission les plus abondants présents immédiatement après l'explosion était l'iode 131. C'est un des isotopes de l'iode, c'est-à-dire qu'il a le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent des autres isotopes de l'iode et il génère des rayonnements bêta de haute énergie. Il est très cancérigène et est en particulier lié au cancer de la thyroïde. Cependant, ce radioisotope a une demi-vie très courte de seulement 8 jours. Cela signifie qu'il faut seulement 8 jours pour que la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent. En d'autres termes, quelques semaines seulement après l'accident, ces isotopes avaient déjà quasiment disparu de la région. Actuellement, à Tchernobyl, les principales sources de contamination sont les isotopes du césium-137 et du strontium-90. Ces isotopes émettent des rayonnements gamma de moyenne énergie et des particules bêta de haute énergie qui ont une plus grande capacité de pénétration et une demi-vie d'environ 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moitié de tous les composés de ce type générés lors de l'accident nucléaire se sont déjà désintégrés et ont disparu dans l'environnement. Il y a d'autres isotopes ayant des demi-vies plus longues qui ont été relargués dans l'environnement, comme le plutonium-239, qui a une demi-vie de plusieurs milliers d'années, mais ce dernier génère un rayonnement alpha de faible énergie et à faible capacité de pénétration, donc le danger d'irradiation externe au plutonium est faible. Un autre facteur très important est la répartition de la contamination radioactive dans le paysage. Seule une petite partie de la zone d'exclusion, environ 30%, présente encore actuellement des niveaux de radioactivité élevés. Même à l'intérieur de ces zones, les niveaux de radiation peuvent varier de plusieurs ordres de grandeur sur une échelle de quelques mètres seulement. La répartition inégale de la contamination radioactive signifie que la plupart des organismes ne sont pas constamment exposés à des niveaux élevés de rayonnement. Donc bien que dans les premiers mois qui ont suivi l'explosion, la faune et la flore des zones les plus touchées par la contamination radioactive aient subi des effets négatifs importants, comme par exemple dans la forêt rouge, qui est une forêt de pins qui fut brûlée instantanément au moment de l'explosion, il semble que les doses réduites et parsemées de radioactivité permettent désormais une réinstallation de la vie sauvage dans la zone d'exclusion. Mais plus qu'un simple repeuplement, c'est un foisonnement de vie que l'on observe à Tchernobyl. Des espèces telles que l'ours brun ou le bison européen, qui n'étaient pas présentes à Tchernobyl au moment de l'accident, sont désormais présentes dans la zone d'exclusion. En fait, toute la mégafaune d'Europe de l'Est, ainsi que plus de 200 espèces d'oiseaux y vivent désormais. D'abondantes populations d'amphibiens y sont présentes, et on y trouve des espèces menacées telles que la cigogne noire ou l'aigle de Poméranie.
La densité de loup y est 7 fois supérieure à celle des réserves biélorusses voisines. Un cas révélateur de la situation actuelle de la faune de la zone d'exclusion de Tchernobyl est celui des chevaux de Przewalski. Ces chevaux sauvages, vous savez ceux qui sont représentés dans la grotte de Lascaux, n'étaient pas présents au moment de l'accident, mais un troupeau d'environ 30 spécimens a été relâché en 1998-99. L'objectif était que leurs activités d'alimentation contrôlent l'expansion de la forêt vers les anciennes terres de culture. Cette population reste complètement isolée dans la zone d'exclusion et elle ne peut atteindre aucun autre cheval de la même espèce venant de l'extérieur. Néanmoins, 20 ans après leur introduction à Tchernobyl, la population a été multipliée par 5 et plus de 150 chevaux de Przewalski vivent maintenant dans la zone. La résilience de la faune et la flore à Tchernobyl offre aux chercheurs un laboratoire de l'évolution grandeur nature. La vie est de retour et étonnamment, elle est de retour sous des formes plutôt normales, malgré la radioactivité de la zone. Les rayonnements ont bien eu certains effets négatifs au niveau individuel. Chez certains oiseaux par exemple, on a observé des déficits immunitaires, une augmentation de l'albinisme et des anomalies génétiques, mais ces altérations ne semblent pas affecter le maintien des populations. Alors, que se passe-t-il? Comment peut-on expliquer l'absence générale d'effets négatifs sur la faune et la flore? C'est ce que les chercheurs ont essayé de comprendre en étudiant les mécanismes biologiques sous-jacents à ce repeuplement. Première hypothèse, les organismes vivants pourraient être beaucoup plus résistants aux radiations que prévu. Les mécanismes de réparation face aux dommages cellulaires pourraient s'avérer plus efficaces que ce à quoi on s'attendait. Deuxième hypothèse, peut-être que la radioactivité écourte l'espérance de vie des individus, mais que les doses de radioactivité sont assez faibles pour qu'ils parviennent quand même à se reproduire avant de mourir, augmentant ainsi la taille de la population. Un aspect rarement pris en compte et d'une grande importance pour l'évolution est que, étant donné le taux élevé de mutations aléatoires générées par les rayonnements ionisants, ces rayonnements contribuent également à produire un degré de variabilité génétique à l'échelle de la population beaucoup plus élevé que d'habitude. Cette augmentation rapide de la variabilité génétique, combinée à la présence d'un agent sélectif puissant, comme les rayonnements, devrait favoriser d'intenses processus de sélection naturelle. En outre, elle peut conduire à l'émergence de mutations adaptatives bénéfiques. D'ordinaire, les mutations sont plutôt délétères, mais cette combinaison, forte variabilité génétique, agent sélectif puissant, que je viens de vous décrire, pourrait conduire à l'émergence de mutations adaptatives bénéfiques qui pourraient permettre aux organismes de survivre à la contamination radioactive dans l'environnement. En ce sens, les radiations elles-mêmes pourraient en fait contribuer à générer la diversité génomique nécessaire pour faire face aux radiations, et certaines études ont suggéré l'émergence potentielle de processus d'adaptation à l'exposition chronique à la contamination radioactive présente à Tchernobyl. De futures recherches seront nécessaires pour poursuivre le travail de compréhension des mécanismes à l'œuvre à Tchernobyl. Avec ces nouvelles recherches viendront aussi d'autres questions et préoccupations, comme par exemple chercher à savoir si les animaux qui auront muté dans la zone en sortiront et iront se reproduire avec les individus moindrement mutés à l'extérieur. Un tel remaniement génétique pourrait avoir de lourdes conséquences sur le futur d'une espèce. Si les doses réduites et parsemées, ainsi que les adaptations biologiques des organismes, ont permis un retour en force de la biodiversité et font de Tchernobyl un laboratoire de l'évolution, ce repeuplement montre également le besoin grandissant de créer des réserves de protection de la nature et de changer nos modes de vie. Une nouvelle fois, en l'absence d'humains, la zone s'est convertie en un refuge pour la faune sauvage. Cela doit nous faire réfléchir sur l'impact de la présence humaine sur les écosystèmes naturels. Sans activité humaine aux alentours, et malgré une contamination radioactive, la mégafaune prospère. En fait, la comparaison peut sembler artificielle, mais n'en reste pas moins choquante. La vie prospère plus dans une zone radioactive sans humains que dans une zone non radioactive avec humains. Corollaire, la pression des activités humaines peut se révéler plus négative à moyen terme pour la faune et la flore qu'un accident nucléaire. D'ailleurs, l'exemple de Tchernobyl n'est pas un cas isolé. D'autres zones affectées par la contamination radioactive et où les activités humaines ont été interdites, comme celle résultant de l'accident de la centrale de Fukushima au Japon et des essais de la bombe atomique dans les atolls du Pacifique, présentent également une grande diversité de faune. Il ne s'agit pas de faire l'éloge du nucléaire car les accidents nucléaires demeurent très nocifs à court et moyen terme pour l'environnement, mais plutôt de montrer que nos activités humaines, de manière générale, sont extrêmement nuisibles pour la planète et que lorsqu'on les arrête, la biodiversité revient, même dans les zones qui lui sont les moins propices. Pour sauver la biodiversité et tous les services qu'elle nous rend, il faut donc que nous créions des réserves de protection de la nature, et ce, à l'échelle mondiale. Ce que nous montre Tchernobyl, c'est qu'il n'est pas trop tard. Quand on lui en donne la possibilité, la nature se révèle être d'une résilience impressionnante. Donc il est encore temps de créer des parcs nationaux et internationaux. Cependant, nous devons agir vite, et la pandémie de coronavirus illustre cette nécessité impérieuse. Éradiquer la biodiversité directement ou indirectement nous confronte et nous confrontera que davantage à notre vulnérabilité. Pour finir, j'ai utilisé le terme de résilience pour désigner la capacité de la faune et la flore à repeupler la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il faut être prudent en l'utilisant car employer le mot résilience, c'est comme accepter notre défaite face au réchauffement climatique, à la déforestation, à la perte massive de biodiversité, etc. etc. Je m'explique. Le terme de résilience implique qu'on ne peut pas et qu'on ne va pas changer les systèmes économiques existants, ni arrêter les nuisances qu'ils créent envers la nature. Au lieu d'essayer de limiter les dégâts tant qu'il est encore temps, nous acceptons que nous ayons déjà perdu et nous nous adaptons plutôt qu'essayons de changer les choses.
Nous nous réjouissons que la nature s'adapte elle aussi comme à Tchernobyl parce que nous avons déjà renoncé à transformer nos modèles économiques et que donc, en gros, mieux vaut qu'elle arrive à s'adapter avec eux parce qu'on n'est pas prêt de les changer. Donc ces adaptations plutôt réussies sont très trompeuses car elles donnent l'impression que la nature ne souffre finalement pas tant que ça des activités humaines et qu'il est quasiment impossible de changer nos modèles économiques. Selon le principe de résilience, on ne pourrait pas opérer de changements profonds, on ne pourrait que trouver des adaptations. Nous ne pourrions ainsi qu'accepter notre défaite dans la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution plastique, la perte massive de biodiversité, etc. parce que nous ne pourrions pas lutter contre les modèles économiques en place et ne pourrions que trouver des adaptations sans changer le fond du problème. Voilà pourquoi la notion de résilience est à utiliser avec précaution. La résilience de la biodiversité à Tchernobyl doit être un symbole d'espoir pour montrer qu'il n'est pas encore trop tard pour protéger la faune et la flore et créer de nouvelles réserves de protection. Mais le terme même de résilience doit quant à lui nous alarmer sur la façon dont nous appréhendons le monde. Nous pouvons refuser cette défaite qui s'est même immiscée dans notre vocabulaire. Il est encore temps d'effectuer un changement radical de nos modèles économiques, mais nous devons l'amorcer rapidement avant qu'un retour en arrière ne soit plus possible. Voilà, c'était Give Me The Tools, merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à plus tard pour de nouvelles vidéos. A bientôt.